Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à tous et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos. Mettez-vous d'accord, mardi 27 janvier. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Merci d'être là pour C'est quoi le problème. Alors vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 0826 300 300, réagir évidemment sur le Facebook, sur nos réseaux sociaux. On va parler de la shrinkflation. Alors c'est quoi ce terme un peu barbare ? Je crois qu'on l'a tous constaté, peut-être nous expliquer. Oui, alors il y avait déjà effectivement la shrinkflation, c'est-à-dire l'inflation parce qu'on va réduire la taille d'un paquet et on laisse au même prix. Mais là, ce qui est encore plus nouveau, encore plus tordu, encore plus bizarre peut-être, c'est la stretchflation, c'est-à-dire que le paquet est un peu plus gros, mais le prix augmente encore plus que le paquet. Comme ça, on a l'impression que c'est normal, tout va bien, sauf qu'en fait, on en a profité pour augmenter le prix au kilo du produit. On va voir ça avec la chargée de campagne chez Foodwatch qui a enquêté sur ce sujet. Donc 0826 300 300. Est-ce que vous faites attention quand vous faites vos courses ? Est-ce que vous regardez le prix, la taille ? Est-ce que vous comparez le prix au kilo ? Il y a des gens qui sont hyper pointus, donc on a envie de vous entendre sur ce sujet au 0826 300 300. On va parler, nous, de Samuel Paty, de un avocat devrait-il dire ça ? Ses propos ont choqué évidemment hier à la sortie de l'audience, l'avocat de la défense, maître Francis Villemain. Écoutez ce qu'il disait évidemment. Vous pourrez réagir à partir de 11h sur ce sujet. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi je vais le dire, haut et fort, tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Je démontrerai même qu'il faisait la même chose dans le précédent établissement où il était affecté, en 2016. C'est dans le dossier, personne ne l'a jamais dit. Alors lui disait que c'était pour protéger les élèves par rapport à cette caricature. Mais on ne protège personne dans l'école de la République en discriminant, en demandant à des élèves de se désigner en fonction de leur religion. Ça signe la discrimination. C'est un article du code pénal qui réprime ceci. Et pourquoi je vais faire ça ? Donc on le réécoutera en longueur tout à l'heure, mais ce sont des propos qui, comme l'a dit Émilie Frèche, qui a écrit sur le sujet, tue une deuxième fois Samuel Paty. Il est sur la ligne de la jeune femme, de l'écolière, de la lycéenne qui avait accusé Samuel Paty d'avoir demandé aux élèves musulmans de sortir. On y reviendra, mais c'est vrai que ce sont des mots terribles. On va parler du renvoi de la directrice de la police des Landes accusée d'avoir désobéi aux ordres du préfet lors d'une manifestation d'agriculteurs, et puis vers une amende de 500 € pour consommation de drogue. Taper les consommateurs au portefeuille. Tous ces sujets à partir de 10h30, 11h. Alors, Félix Mathieu, c'est quoi le problème aujourd'hui ? C'est vrai que quand j'ai vu ce rapport de Foodwatch, je me suis dit, mais c'est absolument dingue, en fait, ce dont sont capables les industriels pour nous faire croire qu'on fait de bonnes affaires. Oui. Et en fait, de se faire arnaquer, il n'y a pas d'autre mot. Grappiller quelques centimes, quelques euros par-ci, par-là. C'est vrai qu'on avait déjà entendu par le passé, Foodwatch nous parlait assez régulièrement des petites astuces, par exemple le paquet qui diminue un petit peu mais qui reste au même prix, ou alors pourquoi pas on rogne un peu sur la qualité des ingrédients pour vendre au même prix. Mais là, effectivement, c'est encore plus tordu peut-être quelque part ce que dénonce Foodwatch, cette stretchflation, puisque le paquet grossit et le prix grossit encore plus. Donc, si vous n'êtes pas trop attentif dans le rayon, vous dites ah oui, c'est normal, le prix a augmenté, mais c'est parce qu'il y en a plus. Sauf que non, effectivement, le prix au kilo a largement augmenté. Et Foodwatch nous propose quelques exemples comme ça de produits qui ont connu cette stretchflation. La palme, c'est les petits cornichons, petits croquants de la marque Kuhn. Le format a augmenté de 2,7%. Mais le prix au kilo a bondi, lui, de 27%. Alors forcément, il y a quand même une virgule de différence. Il y a quand même un problème. Il y a d'autres exemples, mais c'est vrai que c'est les ingrédients aussi qui baissent en gamme. Ça, c'est une des choses qu'a remarqué Foodwatch dans son enquête. Audrey Maurice, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de campagne chez Foodwatch. Racontez-nous un petit peu comment les industriels arrivent de cette manière, avec quelques exemples, à nous faire acheter plus cher des produits qui sont plus des paquets qui sont peut-être plus volumineux, mais qui n'augmentent pas en proportion du prix.
D'abord, vous l'avez très bien dit, il y a de quoi s'en mêler les pinceaux entre la shrinkflation, oui, je me suis trompée d'ailleurs, cheapflation, voilà, qui ont été des pratiques révélées par Foodwatch, et maintenant la stretchflation. Et avec cette pratique, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, ceux dont nous ont alerté des consommateurs et consommatrices qui nous écrivent toute l'année, c'est, vous savez, ces petites mentions nouveau format plus généreux qu'on voit parfois en avant des emballages et qui nous font nous dire, là, il y a peut-être un avantage à acheter le produit. Et en effet, ces paquets sont bien plus grands. Vous avez donné l'exemple des cornichons, mais sur ces mentions marketing, on a repéré aussi les Mikado, les petits bâtonnets au chocolat, plus de 90 à 100 grammes, avec la mention nouveau format plus de biscuits quand le changement a été fait. Et là, on a plus 18% du prix au kilo dans le supermarché dans lequel Foodwatch a été enquêté. Donc on a bien cet écart en fait entre le marketing qui donne l'impression d'un avantage pour les consommateurs et puis le prix au kilo, lui, qui à côté explose de manière disproportionnée parce que Félix l'a très bien dit, il y a en effet d'un côté on a l'impression d'un avantage et puis le prix qui augmente, bah oui, on se dit c'est normal, et en fait le prix au kilo il augmente beaucoup plus et ça c'est impossible à suivre. Oui, qu'est-ce qu'ils vous répondent les industriels quand vous les confrontez à ça ? On a demandé à chaque industriel d'abord de nous confirmer le changement de format pour s'assurer que l'enquête qu'on fait soit la plus factuelle possible. Donc les changements de format ont été bien confirmés. Certains industriels se défendent en reportant la responsabilité sur les distributeurs. Pour Foodwatch, la responsabilité elle est toujours partagée parce que bien sûr il y a l'emballage, le produit qui est la responsabilité des industriels, mais il y a aussi le prix final fixé en rayon qui là est plutôt la responsabilité des distributeurs, toujours en pensant que ça c'est une problématique qui est probablement au cœur des négociations annuelles dont on entend beaucoup parler entre les distributeurs et les industriels, et cette guerre des prix en fait qui est constamment menée. Et puis si la responsabilité elle est pas transparente, il y a toujours quelque chose qui est indiscutable, c'est que ça retombe sur les consommateurs et consommatrices qui font leur courses. Oui, c'est ça. Donc il faut pratiquement être ingénieur pour arriver aujourd'hui à savoir si on paye le prix exact. Félix, vous aviez une question. Est-ce qu'il est possible que l'industriel soit de bonne foi dans cette histoire et que ce soit vraiment la grande distribution qui profite de ce changement de format pour gratter une marge un peu plus importante ? Pourquoi pas ? Mais en tout cas, les industriels ont aussi prouvé leur mauvaise foi par le passé. La shrinkflation, on avait des diminutions de format, des augmentations de prix. On savait pas vraiment qu'est-ce qui allait à qui et où. Et de manière générale, les industriels qu'on épingle dans nos différentes enquêtes, c'est plutôt des gros industriels qui font à côté, de manière générale, des profits records. Et c'est pas des toutes petites entreprises de l'industrie agroalimentaire très locales qui essaient d'avoir des démarches plus transparentes. On est sur des gros. On est plutôt sur des gros aussi qui vendent des produits transformés, ultra transformés, un peu nocifs pour la santé. Et en fait, quand on regarde un petit peu l'image globale, on n'est pas sur des industriels qui essaient d'être vertueux pour le consommateur. Oui, on a effectivement des auditeurs alors Stéphane demande est-ce que le prix du kilo change aussi ? Est-ce que effectivement pour un même produit, c'est l'exemple que donnait Félix sur les cornichons, le format augmente, mais est-ce que le prix au kilo augmente ? Oui, la réponse est oui. Oui, en fait, c'est sur le prix au kilo qu'on se base pour nos enquêtes, parce que sur le prix à l'unité, c'est beaucoup plus difficile de l'expliquer. Et puis, c'est encore pour ça que c'est imperceptible et sournois. C'est que on ne compare pas, personne ne compare dans les rayons des supermarchés l'évolution des prix au kilo d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, voire de 2-3 ans à l'autre. Et c'est pour ça, en fait, que c'est imperceptible et très difficile à repérer, à moins d'être assaut de consommateurs, comme vous l'avez dit. Ouais. Que dit la DGCCRF, demande un auditeur. La DGCCRF avait, lorsqu'on avait épinglé la shrinkflation, enquêté sur ce type de pratique. Elle avait à nouveau renouvelé son enquête lorsqu'on avait épinglé la cheapflation, quand la qualité du produit baisse, son prix augmente. Mais la DGCCRF, malheureusement, elle est un petit peu impuissante ou en difficulté à réglementer ces pratiques parce qu'elles ne sont pas illégales. Et c'est ça le problème. Ce sont des pratiques qui induisent bien les consommateurs, et les auditeurs le disent bien, en erreur quand ils font leurs courses. Mais le problème, c'est parce que les industriels jouent avec un flou de la réglementation sur l'alimentation qui est très clair. Un produit, en fait, ne peut pas induire en erreur par son prix, par sa publicité ou sa promotion les consommateurs. Mais cette réglementation, on le voit bien, elle est interprétative.
Et avec ça, on peut un petit peu la tordre et les industriels nous diront que sur le produit, on a bien le grammage, la liste des ingrédients et les informations qui nous permettent de s'y retrouver. En réalité, c'est quand même pas très vrai. On a Frédéric en ligne avec nous. Bonjour Frédéric, vous nous appelez d'Arcachon. Alors, est-ce que vous regardez les prix? Est-ce que vous êtes un fin limier, de supermarché? En fin limier, disons que je vais pas, mais bon, je fais attention quand même. Et je vois, bon, si vous voulez, vous avez, comme disait la dame à l'instant, c'est difficile de réglementer tout ça parce que j'ai remarqué depuis déjà longtemps, par exemple, des paquets de farine qui sont le même conditionnement, mais 750 grammes au lieu d'1 kilo. Alors ça, par contre, c'est une pratique, ça se voit, c'est phénoménal. C'est quelque chose. Les fruits aussi. Alors un coup c'est au kilo, un coup c'est à la barquette. Alors vous regardez bien, alors la barquette, alors surtout marqué prix spécial. On se demande lequel, mais généralement c'est aussi. Vous avez tout. Alors on peut pas dire que c'est des arnaques, bien entendu, comme disait personne devant, parce que le contrôle des prix ne peut pas faire grand-chose. Les prix sont libres. Oui. On vous trompe pas, on vous met le truc. Alors le poids, on vous le met en petit. Mais c'est... Oui, non, mais vous avez si vous vous amusez à regarder ça, vous voyez... Bon, l'augmentation des prix, vous la voyez tous les jours. Oui. Mais c'est vrai que c'est très trompeur. On vous met paquet plus grand. Sauf que oui, le paquet est plus grand, sauf que le prix aussi l'est, parce qu'on va revenir avec vous peut-être dans un instant, Audrey Maurice, sur shrinkflation et stretchflation, parce que la shrinkflation, c'était des paquets plus petits, le produit était en moindre quantité, mais le prix ne bougeait pas. On y revient dans un instant avec vous, à tout de suite. Dio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous, avec Audrey Maurice, chargée de campagne chez Foodwatch. Foodwatch qui nous alerte sur ce qu'on appelle désormais la stretchflation. C'est assez simple. Vous augmentez la taille du paquet de chips, de fromage blanc, de flamencuche. Vous allez nous donner l'exemple. Et on augmente en même temps le prix au kilo. Je rappelle l'exemple que vous avez donné sur les cornichons petits croquants de la marque Kuhn. Le format a augmenté de 2,7%, donc 3%. Mais le prix au kilo, lui, a augmenté de 27%. Alors appelez-nous 0826 300 300. Est-ce que vous regardez le prix au kilo quand vous faites vos courses? Moi, j'avoue que je le fais de plus en plus. Je compare parce que parfois on vous fait des promotions, 3 paquets pour un prix. Et puis quand vous regardez, vous vous rendez compte que le paquet individuel coûte moins cher, des choses comme celle-là. Donc on regarde un petit peu plus. Marie nous dit sur Facebook, les gens ne s'attachent plus au prix sur les étiquettes. Les détails, ils s'attachent qu'au prix sur les étiquettes, mais moins au prix au kilo. On a Eric en ligne avec nous au 0826 300 300. Appelez-nous pour nous dire si vous faites attention quand vous faites vos courses, si vous regardez, si vous avez pris conscience de ce phénomène d'un format qui augmente et du prix qui en conséquence a lui aussi augmenté. Bonjour Eric. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Alors, est-ce que vous regardez les prix au kilo? Alors moi je vais vous raconter une petite histoire. Moi je suis aquariophile. C'est-à-dire alors où est le lien? Un aquariophile, on doit changer son aquarium un tiers régulièrement. L'eau du robinet n'est pas trop potable. Un jour j'ai décidé de mettre un petit peu de l'eau minérale. À bas prix, évidemment. Je suis allé à côté de chez moi. On a 2 grands supermarchés. Un qui commence par un C, l'autre par un I. Et Carrefour, Intermarché, on peut les citer, vous en citez plusieurs. Donc ça marche. Voilà. Alors, Carrefour, Intermarché. Et dans le premier, je trouve une eau à bas prix. Et je prends ma calculette et je m'aperçois qu'en fait, le coût du litre n'est pas réel par rapport au nombre de bouteilles. En général, des packs de 6 fois 1,5, 9 litres. Calculette en main, je demande l'explication au chef de rayon qui me dit directement « Ah, c'est le fournisseur qui gère nos étiquettes ». Oula, interpellation. Je demande à voir le directeur, je tombe sur son adjoint. Bon, bref, résultat des courses, au bout de 10 minutes, le directeur me dit « Oh là là, bah oui, il y a une erreur, on va régler le problème ». Et là où ça me met la puce à l'oreille, je passe en caisse, il passe derrière moi et il me met un petit paquet avec quelques petits trucs à l'intérieur. Bref, il achète mon silence. Je dis « Ah, c'est un peu bizarre ». Je décide de faire la même chose à Intermarché, exactement. Bref, je mène mon enquête. Sur les grandes eaux,
Evian, Vittel, la plus consommée actuellement, j'oublie le nom, pourtant je la bois. Oui, cristalline, il y en a plein. Cristalline, exactement. Le principe est très simple. Vous achetez donc votre pack de 6 et si vous prenez votre calculette, vous payez plus qu'il n'est affiché. Donc de ce fait, j'interpelle le directeur d'Intermarché. Et alors lui, il me prend de haut, il me dit ouais, vous avez que ça à foutre, patati patata. Oh, je dis bah, ça va pas se passer comme ça. J'ai pris ma plume, j'ai écrit au service des douanes. Ouais. Ah bah dis donc. Le service des douanes m'a répondu quelque temps après en disant monsieur, nous sommes désolés, nous n'avons pas assez de personnel pour mener ce genre d'enquête. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Audrey, allez-y. J'ai fait un peu le pied de grue dans le rayon, essayer d'interpeller des gens comme moi en disant si vous avez vu, est-ce que vous avez calculé. Je vous le donne en 1000, hein. Après j'ai arrêté parce que sur 5-6 personnes, il y en a 5 qui n'en ont rien à foutre. Ouais. Vous n'avez pas essayé la DGCCRF, la répression des fraudes? Oui, tout à fait. J'ai un courrier. Et alors un courrier aller et retour, et sur le courrier retour, on me dit monsieur, nous avons pris en compte votre remarque, mais nous n'avons pas assez de personnel pour mener ce genre d'enquête. C'est incroyable. Ouais. Audrey, ça vous fait réagir? Audrey Maurice. Ce que nous disent à la fois Eric, merci pour votre témoignage, et aussi Frédéric, l'auditeur qu'on a eu juste avant à l'antenne, c'est qu'en fait, c'est entre les mains des consommateurs, des gens qui font leurs courses, d'avoir la responsabilité de regarder les prix et d'essayer de comprendre comment ce système fonctionne et ce qu'on paye. Mais c'est pas normal. Ça devrait pas être aux consommateurs et consommatrices qui font leurs courses, qui, comme vous l'avez très bien dit à l'antenne, n'ont pas toujours le temps de scruter les étiquettes et sont toujours un peu pressés, d'avoir cette responsabilité et non seulement de comprendre les prix, mais aussi de la transparence parce qu'il n'y en a pas, de comprendre les étiquettes et le marketing, qu'est-ce que nous disent exactement ces mentions nouveaux formats dont on parlait tout à l'heure, et de savoir si oui ou non il y a arnaque sur l'étiquette à la clé. C'est les industriels, il faut quand même le rappeler, qui fabriquent ces produits. C'est les distributeurs qui les mettent en rayon et qui fixent les prix, et par-dessus tout, c'est au ministère de l'économie de légiférer et de mettre des règles qui devraient être plus claires. La DGCCRF, elle fait un excellent travail. Malheureusement, le témoignage d'Éric le souligne bien, il n'y a pas suffisamment de moyens. Et est-ce que les moyens de la répression des fraudes devraient être mis à aller chercher ces magouilles de l'industrie agroalimentaire? C'est pas normal. On voit bien que ça ne fonctionne pas dans le bon sens et ça ne fonctionne pas dans le sens des consommatrices et des consommateurs. Oui, c'est effectivement un travail de détective qu'a fait Eric, et ce qui est désespérant, c'est que tout le monde semble s'en moquer. Félix Mathieu. Alors, autre petit exemple repéré par Foodwatch, dans votre étude, une Flammenküche, la gratinée Stoeffler, 8% plus volumineuse, mais 18% plus chère. Donc voilà, sur le prix au kilo, on peut rajouter un 1 devant l'augmentation de la proportion au poids. Ce qu'on peut dire quand même à nos auditeurs, c'est que il y a cette possibilité par rapport à avant de surveiller le prix au kilo. C'est peut-être un plus par rapport à une époque en termes de transparence. C'est pas le prix qui est le plus mis en avant, le prix au kilo, mais il existe désormais, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire en effet. Et chez Foodwatch, on va un petit peu plus loin parce que est-ce qu'on est là à se dire que tous les 2 ans, on veut épingler une nouvelle pratique de l'industrie agroalimentaire? C'est quand même assez scandaleux. Ce qui a beaucoup marché ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de médias qui nous ont légitimement demandé mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que surveiller le prix au kilo, c'est chouette, on n'a pas du tout le temps de le faire en permanence. Qu'est-ce qui marche réellement? Et ce qui a marché ces dernières années, c'est quand les médias relayaient notre enquête, que les gens continuaient de s'indigner, que les gens signaient nos pétitions et montaient au créneau avec Foodwatch pour nous faire ces signalements et dire en fait ça suffit. C'est pas normal qu'il y ait ces magouilles-là dans les supermarchés, et on donne aux gens rendez-vous sur foodwatch.fr pour nous aider, soutenir nos actions, soutenir nos pétitions et faire bouger à la fois le ministère de l'économie et faire reculer les industriels. Oui, mais vous pensez qu'il y a je veux pas être défaitiste, mais c'est le pot de terre contre le pot de fer, non? Nous, on dit parfois que c'est David contre Goliath, mais regardez la shrinkflation, vous l'avez beaucoup mentionné. On a réussi, grâce à la pression qu'on a mise, aux personnes qui nous ont suivis. Il y a plus de 50 000 personnes qui ont signé notre pétition contre la shrinkflation. On a réussi à faire passer un arrêté permettant de l'interdire. Oui. Alors, en effet, c'est des combats qui sont politiques et qui se jouent sur le très long terme. Mais nous, on est là pour les mener. On a besoin des consommateurs pour les mener avec nous et d'être de plus en plus nombreux parce que
si David est rejoint par plein de gens, Goliath ne pourra que faiblir. Alors Thomas nous dit vive le blame and shame, c'est-à-dire de donner les noms des marques qui font cela. On a aussi un auditeur qui me dit, je me souviens un jour Carrefour a changé le packaging d'une bouteille de sirop de pomme avec écrit dessus nouvelle recette, résultat moins 10% de fruits, plus 10% de sucre. Effectivement, Marie nous dit c'est la même chose pour la provenance des produits. Certains achètent des produits comme des lentilles venant du Canada. Ce sont les consommateurs qui sont les victimes et qui sont aussi les acteurs. Éric, je crois que vous vouliez reposer une question à notre auditeur. Oui. On vous écoute. Tout à fait. À Audrey, entre autres, c'est bien votre action, mais je vais vous dire une chose. Moi, si je mets la main dans le paquet de bonbons, je me fais avoir. On me met en prison, en gros. Eux, j'ai calculé le coût de la palette. Ils font exactement 80 euros d'escroquerie. Je dis bien le terme escroquerie. On peut pas porter plainte contre ces gens-là. Voilà, c'est le mot de la fin pour moi. Bon courage à tous. Merci Eric. Il parle d'escroquerie. Je prends la question. Oui, prenez la question. Il parle d'escroquerie. Je ne sais pas si le mot est approprié. C'est pas de l'escroquerie. Je veux dire, les prix sont libres. Non, c'est pas de l'escroquerie. Les prix sont libres et c'est aux consommateurs, oui, d'être vigilants. Alors allez-y, répondez-lui. Alors, c'est pas en effet ni de l'escroquerie ni de la tromperie, et j'ai pas, moi, eu l'occasion de regarder en détail le cas qui nous oppose, mais plus largement. En tant qu'association de consommateurs, Foodwatch peut porter plainte. Et Foodwatch porte plainte. Alors, dans des cas qui sont différents des nôtres, là, de celui qu'on regarde aujourd'hui, mais Foodwatch porte plainte et accompagne des familles de victimes. Là, on parle beaucoup des laits infantiles. Eric a parlé des eaux minérales. C'est Foodwatch qui a porté plainte contre Nestlé dans cette affaire. Donc il y a plein de moyens d'avoir recours. Un auditeur mentionnait aussi le blame and shame. Nous on appelle ça du name and shame. Donc exposer publiquement les pratiques de l'industrie agroalimentaire, ça c'est nuisible pour leur vente et les marques le savent très bien. Donc on va aussi pousser à ces endroits-là pour exposer ce qui ne tourne pas rond et continuer de faire reculer ces pratiques. Bon, merci d'être intervenu Audrey Maurice, puis on aura l'occasion, je pense, de traiter de nombreux sujets avec vous encore dans C'est quoi le problème, parce qu'on n'est pas au bout des sujets sur la grande consommation, les prix et l'ingéniosité des fabricants, des industriels dans le packaging. Merci à vous Félix Mathieu, merci Audrey Maurice. Donc Foodwatch, vous l'avez dit, signons les pétitions et puis informez-vous, regardez les prix. Vous êtes nombreux à le faire. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Éric Revel, journaliste éditorialiste à Sud Radio. Bonjour cher Éric. Commencez par moi, je suis très honoré. Mais voilà, on vous retrouve dans le Grand Matin Sud Radio. Alex Zarmon, journaliste politique. Bonjour Valérie. Votre chaîne Les Indécis est sur YouTube. Arnaud Benedetti, bonjour. Professeur à la Sorbonne, directeur de la Nouvelle Revue Politique. Bonjour à vous. Et puis Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonjour, cher Patrick. Un plateau exceptionnel, Valérie. Très beau département. Voilà, un très beau plateau. On va parler du procès Paty. Un avocat devrait-il dire cela? L'avocat de la défense qui accuse Samuel Paty d'avoir discriminé les élèves musulmans. Des propos qui ont choqué. 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez évidemment réagir. Vous avez la parole sur Sud Radio. On va parler du renvoi de la directrice de la police des Landes, accusée d'avoir désobéi aux ordres du préfet Gilles Clavreul lors d'une manifestation d'agriculteurs. Et le pire dans tout cela, j'ai appris ça ce matin, c'est qu'elle l'a appris par SMS. Comme quoi, comme quoi l'élégance. Il y a parfois des trucs qu'on apprend par SMS. C'est déjà arrivé dans nos carrières. Absolument. J'ai trouvé un nouveau chéri dans nos vies privées. J'allais dire, je pensais que ça n'appartenait qu'à la télévision, mais non, c'est visiblement le cas. C'est assez universel. Bref, beaucoup de sujets. Puis John est avec nous pour remplacer Gilles, qui a pris quelques jours, qui sera là demain. Alors John, vous allez nous faire un petit zapping de sujets qui ont peut-être échappé à notre
attention. Ouais. Et pour commencer, alors que 42% des Français estiment que les États-Unis sont devenus, selon un sondage IFOP, un pays ennemi depuis l'élection de Donald Trump pour un second mandat, le journal de 20h de France 2 s'est posé la question hier de savoir si la France pourrait réellement être capable de se passer des produits américains. Et malheureusement, vous allez le voir, c'est pas si simple, surtout quand on ignore si les marques qui nous entourent sont sous pavillon américain. Ça, c'est français, je pense. Oui. Et si je vous dis que les barquettes que vous avez dans la main, ça appartient à un groupe américain? Ah bah alors là, on se serait gouré. Pas simple de les débusquer, car très peu affichent l'origine de leurs propriétaires. Ces biscuits de marque française sont détenus par le géant américain Mondelez International. Ces gels douche, eux, appartiennent au groupe Kenvue. Difficile aussi de se passer des États-Unis au moment de payer. La preuve en images. Dans ce magasin, la majorité des options de paiement sont américaines. Partout, des cafés et fast-food sauce américaine. Selon la Chambre de commerce américaine, leurs entreprises génèrent près de 400 000 postes en France. Mais il reste un domaine où nous sommes particulièrement dépendants, les nouvelles technologies. Il n'existe pas de moyen d'avoir un ordinateur français avec un système français, un logiciel français et des serveurs français. Ça n'existe tout simplement pas et donc ça empêche d'avoir une vraie souveraineté numérique aujourd'hui. Comme un Français sur 4, mon téléphone est de marque américaine. Et ça vaut aussi pour mes écouteurs et pour l'immense majorité des applications que j'utilise au quotidien. Alors, est-ce qu'on peut se passer des produits américains? Ça rejoint votre coup de gueule. Hein, Vous voulez que j'en parle déjà? Oui, allez-y, parce que ça rejoint exactement le sujet. On est chez les fous en France. Quand on fait l'agriculture, on dit que si nos agriculteurs, on arrêtait de les emmerder, si les Français achetaient agriculture française, on aurait moins de soucis. Je me déplace dans l'Allier. Je vais dans une entreprise qui embauche 60% de travailleurs handicapés, pour pas la citer, Recycling. Ils recyclent portables, ordinateurs, écrans de télévision, tout cela. Eh bien, les collectivités locales, les régions disent, bon, on vous prend que 10%, et ils vont acheter Apple et Samsung, alors qu'ils recyclent à 50% du prix. Et vous savez pourquoi? Parce que l'acheteur des collectifs vous dit, oui, mais nous, on veut la dernière sortie de l'iPhone ou du Samsung. On marche sur la tête. Le gars, il est prêt à investir 10 millions d'euros pour agrandir son usine. Il fait travailler des travailleurs handicapés. Eh bien, on continue à acheter américain. Oui, mais sauf que, Patrick, je comprends bien, mais il y a peut-être cette raison-là, mais il y a une autre raison très simple, c'est que dans les ordinateurs peut-être recyclés, il n'y a pas les mêmes structures, logiciels, internes, fonctionnalités, qui sont, elles, américaines, et dont on a besoin d'avoir la dernière version. Parce que Éric, sinon... franchement, pour des gamins du lycée, attendez, ordinateur pour les jeunes au lycée. Je parle pas de l'ordinateur du ministère de la Justice où il y a un appel d'offres. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui me gêne en fait, c'est que tout le monde fait cocorico le drapeau et en fait personne n'achète français. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur le plan des principes, sauf que vous sous-estimez la force de l'innovation. Et la force de l'innovation, c'est ce qui conduit le monde. Et malheureusement, force est de constater que la force de l'innovation aujourd'hui, elle est du côté de la puissance américaine. C'est une réalité. Ouais. Il faut le constater. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas été capable, nous, d'être innovants depuis très longtemps, ou en tout cas insuffisamment innovants, ce qui explique finalement notre faiblesse par rapport aux États-Unis. Ouais. Est-ce qu'on peut se passer des États-Unis, Éric Revel, plus de cartes bancaires, Visa, Mastercard? Non, sur les cartes bancaires, on a un super système en France d'ailleurs qui pourrait se développer, qui s'appelle le JIE, le groupement d'intérêt JIE carte bancaire. Alors pour le coup, qui est un vrai système sûr. Mais en réalité, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est toutes nos données. Bien sûr. Toutes nos données qui partent ailleurs. C'est ça la vraie puissance du système américain. C'est pas seulement les infrastructures. Ils l'ont théorisé il y a longtemps d'ailleurs. C'est aussi toutes ces données qui partent parce que vous les mettez dans le cloud, parce que vous les mettez sur vos smartphones, etc. Je pense que la dépendance, en réalité, elle est totale. Ça a été théorisé dès la fin des années 80 et début des années 90 aux États-Unis, considérant que l'information et les données seraient la matière première qui permettrait de dominer le monde. Ça a été très clairement, je veux dire, écrit dans un certain nombre de documents stratégiques par l'administration américaine. Oui, pour vous, Alex Armand? Dépendant des États-Unis, oui, ça fait longtemps et ça va encore durer longtemps de toute façon. En revanche, moi, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, sur cette entreprise Recycling qui recycle donc le matériel technologique. Moi, je pense que ça peut marcher que d'une seule façon.
c'est de faire passer par la loi le fait d'obliger les différentes... Les commandes publiques. Ouais, les commandes publiques. Parce que c'est ce que font les Américains. Parce qu'on parle des Américains. Les Américains, ils ont une préférence nationale sur les commandes et sur leurs propres matériaux. Pourquoi nous, on le fait pas? Parce que c'est bien d'avoir le discours de dire qu'on le fait pas, qu'on n'est pas à la hauteur et tout. Mais je pense que c'est aussi aux parlementaires de se saisir du problème, au gouvernement, et de poser réellement le problème sur la table. Comme ils le font d'ailleurs avec les réseaux sociaux. Sur la loi qui est arrivée hier, il y a beaucoup de choses à en dire de cette loi, mais c'est pas le débat. Mais en tout cas, ils le font et ils essayent d'impulser quelque chose de nouveau. Pourquoi on le ferait pas sur le cocorico national? Je sais pas. On a Léa en ligne avec nous. Bonjour Léa, ça vous fait réagir ce sujet? Vous pensez qu'on peut se passer des États-Unis? Écoutez, ça pourrait, avant toute la mondialisation, on avait accès essentiellement aux produits français et on est capable de faire des choses. Donc, mais je pense aussi qu'au niveau de l'offre et de la demande, on a beaucoup d'offres qui nous sont posées d'office dans les magasins et qui sont américains. Oui. On les voit pas beaucoup, les entreprises françaises. Oui, il y en a, mais elles sont pas. Effectivement, on parlait d'innovation. C'est un peu. Vous faites attention quand vous achetez? Oui, surtout sur la partie alimentaire et la partie vestimentaire. Je sais que le Made in France, il faut qu'il y ait que 40% qui soit transformé sur le territoire, mais au moins il y a un effort. Oui. Je sais pas. Je sais pas si vous avez vu, là, il a été publié hier une très grosse enquête, puisque ça concerne 20 millions d'utilisateurs de cartes bancaires en France, qui est l'observatoire BPCE, l'observatoire, et notamment sur ce qu'on appelle l'ultra fast fashion, vous savez, les Temu et Chine, après une hausse de 49% de nos achats sur ces plateformes il y a 2 ans, puis de 62% l'année dernière, il y a une baisse de 2% cette année, en 2025. Alors c'est peut-être dû au fait que les consommateurs éthiquement se posent des questions sur le bilan carbone de ces produits, sur les conditions sociales dans lesquelles ces produits sont produits. Ça pose peut-être aussi la question des différents scandales qui ont entouré ces plateformes, mais n'empêche que pour la première fois depuis plusieurs années, là où il y avait une croissance à 2 chiffres des achats des Français sur ces plateformes chinoises, il y a un recul en 2025. Enfin 2%, Eric. Ah non, mais après j'adore ton optimisme. Mais 2% avec le bad buzz qu'il y a eu. Après une hausse de 69% l'année dernière et de 49% l'année d'avant. En gros, donc réponse, on ne peut pas se passer des États-Unis. Non. Allez, on se retrouve dans un instant avec la suite de votre zapping. John, on va parler d'une proposition de loi du gouvernement suédois pour faire passer l'incarcération des mineurs à partir de 13 ans. Très bien, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour ce 10h midi pour commenter l'actualité. John, on continue avec votre zapping. Et on parle du narcotrafic et de la violence engendrée par les gangs qui fait la une de la presse française, mais pas que. En Suède, malheureusement, tous les records européens sont battus avec de nombreux réseaux qui font appel à des mineurs de plus en plus jeunes pour exécuter des contrats, à tel point que le gouvernement suédois, démuni face à la situation, a fait une proposition de loi donc pour abaisser l'âge de responsabilité pénale dès l'âge de 13 ans et non plus à partir de 15 ans comme c'est le cas actuellement. Et une équipe de LCI est partie en reportage pour découvrir à quel point la jeunesse est devenue partie intégrante de ce système ultra-violent là-bas. Difficile d'empêcher ces adolescents recrutés via les réseaux sociaux de commettre des actes d'intimidation et d'assassinat. La police fait comme elle peut, mais les têtes de réseau, souvent basées à l'étranger, ont trouvé une brèche dans la législation suédoise. On ne condamne pas les gens de moins de 15 ans en Suède. On ne peut pas les juger. Malheureusement, ces jeunes sont souvent traités comme des objets jetables par les commanditaires. Ils ne les connaissent pas. Ils ne peuvent donc pas les dénoncer. Nous avons rendez-vous à la nuit tombée avec Youssef, 19 ans. Parmi ses activités, trafic de drogue, mais aussi pose de bombes artisanales. Et s'il travaille avec des adolescents, de préférence de moins de 15 ans, ce n'est pas par hasard. Les plus jeunes sont plus faciles à manipuler. Ils veulent s'acheter de belles choses et pour ça, ils ont besoin d'argent. Ils ne risquent pas d'être condamnés. Au pire, ils seront suivis par les services sociaux. Donc abaisser l'âge à 13 ans, ça vient régulièrement en France. Écoutez, moi, je peux vous en parler. Vous savez, pour ma loi sur la médiation, j'ai fait au fond des quartiers chauds. Toulouse, Paris, Marseille, Pissevin, il n'y a pas très longtemps. Oui, bien sûr. Donc je vais vous dire,
je pense que le monde politique ne se rend pas compte du désastre d'un certain territoire. Moi, j'ai rencontré des gamins entre 12 et 14 ans. C'est pas compliqué. Chouffer, c'est 200 € par jour. Il y en a même certains qui, à 14 ans, sous-louent leur chaise. Ouais. À 80 €, ils gagnent 120 €. C'est des jeunes qui prennent entre 3 et 4 000 € par mois. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand ils m'ont dit, nous, on sait qu'on n'aura pas d'avenir, on sait qu'on finira ou en prison ou une balle dans la tête, on a 2 rêves, se marier avec une influenceuse, vivre à Dubaï et avoir une Ferrari. Voilà Valérie, une partie de ces jeunes qui en plus, très franchement, sont menacés par le chef qui est au plus haut. Donc on a une jeunesse très compliquée. Et à la fois, moi j'ai eu la chance de faire des cours d'arts martiaux dans les prisons. Ouais. Je pense notamment au quartier des mineurs à Villeneuve-les-Maguelones. J'ai vu à la fois des gamins perdus, mais j'ai souvenir d'un gamin, je ne vais pas citer ton nom, il avait 14 ans, je suis allé le jeudi matin, puisqu'on faisait des cours de français pour ces gamins, et j'ai vu un gamin à l'état, enfin, un gamin complètement désinhibé, perdu. Une semaine après, il tuait une éducatrice à Narbonne à coups de fourchette. Et quand vous savez l'histoire de ce gamin, comment il a vécu, donc oui, Valérie, on a une certaine jeunesse perdue, une jeunesse qui est avec tous ces influenceuses et influenceurs qui rêvent d'être à Dubaï et qui n'a plus de notion et de valeur de l'âme humaine et de la relation. Et quand je leur disais, étudie, va à l'école, tu gagneras le SMIC, le gars, il vous dit, je fais 4 000 € par mois. Bien sûr. On a un vrai débat, et franchement, on a un vrai débat. Oui. Excusez-moi, je suis long, j'y rajoute l'ASE. Oui, est-ce que vous savez qu'à l'ASE, je pense à Montpellier, et là, c'est scandaleux, on a des gamines qui se prostituaient, 14 ans, 10 passes par jour, et les proxénètes sont leurs copains. Et c'est pas la faute des éducateurs, hein. C'est la faute de la société. Donc, il y a un vrai débat sur ça. Oui, mais ça fait des années. Ça fait sur l'ASE, je vous rappelle le reportage qui avait été fait en infiltration par zone interdite. Qu'est-ce qui a changé ? Rien. Mais là, c'est un petit peu... Là où je suis pas d'accord avec vous, vous dites c'est la faute de la société. C'est un petit peu différent. C'est la faute de l'État, hein, et c'est la faute du pouvoir politique, enfin des pouvoirs politiques qui se sont succédés, qui n'ont pas anticipé les problèmes depuis des années et des années, parce que les alertes, elles ont été largement, ça a été dit, hein, elles ont été largement lancées, et que aujourd'hui, c'est clair qu'on a un problème avec la justice des mineurs, que les textes de 44 ne sont plus, je veux dire, aujourd'hui adaptés, manifestement. En l'occurrence, parce qu'on a des jeunes qui sont de plus en plus violents, des jeunes qui en effet disposent de ressources liées au trafic de drogue, qui leur permettent d'avoir des revenus qui sont supérieurs à des adultes, largement supérieurs à des adultes qui travaillent. Et en plus, c'est vrai, ce sont des jeunes qui, ils n'ont même plus d'éducation, mais ils n'ont même plus de cadre civilisationnel. Mais encore une fois, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Pourquoi finalement le pouvoir politique n'a pas réagi en temps et en heure, et c'est ce que pose aujourd'hui. Mais là, on a mélangé plusieurs sujets. C'est comme ça. Non, mais pardon, mais je crois que le vrai sujet, c'est celui que Arnaud Benedetti aborde. C'est-à-dire, on n'est plus aujourd'hui à 15 ans le même que quand moi j'avais 15 ans dans les années 70. Dans les années 70, on respectait l'autorité, on avait des repères, on avait des familles structurées, le trafic de drogue n'était pas aussi important. Donc en fait, la vraie question qui se pose, à mon avis, au-delà de ce que nous disait John sur l'exemple suédois, c'est à partir de quel âge, compte tenu de l'évolution violente de la société, on est tenu pour être pénalement responsable. C'est ça la question. C'est ça la question. Et aujourd'hui, en dessous de 13 ans, vous êtes évidemment considéré comme irresponsable pénalement, et ce n'est que quand vous avez 18 ans, en gros, dans le code, que vous êtes considéré comme pénalement responsable et que vous pouvez avoir une peine. Mais si on part du principe que mon constat est juste, c'est-à-dire que on n'est pas dans la même situation quand on a 15 ans aujourd'hui que dans les années 70, alors faut adapter les lois à ce principe de violence, de narcotrafic. Sinon, on s'en sort pas. Ouais. Mais alors peut-être Alex. Enfin, les lois ont été changées, messieurs. Je veux dire, le code pénal des mineurs n'avait pas été réformé depuis le général de Gaulle. Il a été réformé, il me semble, en 2022, je crois, de mémoire. Et donc, ça a abaissé justement l'âge de comparution immédiate pour des mineurs à 15 ou 16 ans. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on n'est pas, ça c'est vrai, c'est pas les mêmes jeunes de 15 ans et de 16 ans aujourd'hui, ça c'est certain. Mais
je sais pas, moi je vois pas comment on peut faire en sorte que des jeunes de 13 ans passent en comparution immédiate. La deuxième chance, ça n'existe plus. Ça veut dire qu'il faut qu'on oblige des gamins aujourd'hui à aller devant des cours d'assises. Mais ce ne sont pas des gamins. Non, attendez, juste, je termine sur une chose. Que le narcotrafic soit une question essentielle et spéciale. Oui, d'ailleurs, ça fait des semaines et des mois qu'on nous rabâche qu'on va créer un parquet spécial pour le narcotrafic, qu'il va y avoir, attention, plein de choses qui vont arriver sur le narcotrafic, que le garde des Sceaux actuel, Gérald Darmanin, nous dit que ça va être son combat depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'il est à la chancellerie. On n'a pas vu le résultat. Et la vraie question est là, il faut séparer le narcotrafic qui est considérable et dangereux pour d'ailleurs toute la population française et principalement, vous l'avez dit Patrick, pour les plus jeunes, mais attention à pas faire de généralité, parce que je pense que ça, pour le coup, ça pourra vraiment nous faire basculer dans une société dont on n'a pas envie. Ouais. Vous savez, Valérie, moi j'ai une histoire. Je suis à la Coupe du Monde de rugby à Montpellier. Je fais un match de rugby à l'intérieur de la prison et les mineurs avaient très envie de participer. Je rencontre ces mineurs. Il y a des gamins, Valérie, qui rentrent avec un CAP de criminologie et qui sortent avec un doctorat aussi. Ce que je veux dire, quand on a un gamin de 12 ans, Eric, 12 ans, déstructuré, je ne suis pas certain uniquement que la prison soit suffisante. Et quand je parlais, Arnaud, de société, en fait, cette société, c'est vous n'êtes que ce que vous avez et vous possédez et pas ce que vous êtes. Il y a une vraie carence d'éducation. Oui, il y a une carence d'éducation, sauf que vous avez des enfants, peut-être que ça va choquer, qui sont irrécupérables. Ce que raconte Maurice Berger, des enfants qui n'ont pas été élevés, avec qui on n'a pas joué, qui ne savent pas reconnaître les émotions sur un visage, qui ne savent pas ce que c'est que la mort, la douleur. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce gamin que je vous dis, pendant un instant, j'ai eu peur. Je me suis dit, il va me sauter dessus. Oui, il y a peut-être certaines parties de jeunes irrécupérables. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, c'est un vrai débat de société qu'on doit avoir. Parce que c'est pas possible d'être si lâche avec ces jeunes. Voilà. Et on est lâche aussi dans une classe quand vous avez 2 gamins sur 30 ou harcelés ou victimes de violences sexuelles. Enfin, mais la valeur d'ensauvagement de la société, mon cher Patrick, il faut maintenant arrêter de débattre. Vous voyez, il faut prendre des décisions parce que c'est bien les débats, les rapports. Oui, tout ça est bien, la prévention, la pédagogie, oui. Mais quand vous regardez ce qui se passe dans ces quartiers abandonnés par la République, mais vous l'avez dit vous-même, enfin, je veux dire, vous êtes prêts, vous ne savez pas ce qu'est la mort, vous êtes prêts à tuer pour 2000 €. Donc, si vous voulez, là, il faut prendre des décisions parce que sinon, on voit bien le ravage que fait le narcotrafic, y compris dans les petits villages maintenant en France. Donc, on est submergé par cette violence. Alors, ça vous a fait réagir. Donc juste une chose, c'est on n'est pas les mêmes jeunes aujourd'hui, vous avez tous raison, à 15 ans qu'il y a 10, 15, 20 ans. Ou même à 13 ans, ou même à 12 ans, ou même à 16, 17 ans, c'est pas les mêmes au même âge. Mais il y a aussi une chose qu'on oublie, mais c'est les réseaux sociaux. Et ça, on n'en parle pas, mais l'exemple... Non, mais on en parle, mais je trouve qu'on le minimise. Et ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, où la France est l'un des seuls pays à faire ça au monde, je pense que ça peut être intéressant, parce que ça veut dire quoi ? Si la loi elle passe, ça veut dire qu'au 1er septembre 2026, si vous avez moins de 15 ans, vous ne pouvez plus créer de compte sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'à la fin, 31 décembre 2026, tous les comptes de moins de 15 ans seront supprimés. Si vraiment le Parlement arrive à voter cette loi, ça prendra des années pour rattraper ce qui s'est passé depuis des années. Je pense qu'il peut y avoir une transformation de la société. C'est un petit peu ce qu'on a évoqué hier avec cette loi qui a finalement donc été votée, qui va au Sénat et qui reviendra à l'Assemblée. On se retrouve, vous vouliez dire un mot, Arnaud, rapidement ? Non, sur la sanction, il faut que la sanction soit adaptée, c'est évident. Il faut qu'on ait, si vous voulez, des conditions d'incarcération des mineurs qui soient adaptées à leurs conditions de mineurs. Mais la sanction, elle n'est pas là seulement pour protéger la société, elle est aussi là pour protéger les jeunes. Elle a une fonction aussi, quelque part, rédemptrice. Il ne faut pas considérer que la sanction, c'est de la répression brutale qui vise à mettre et isoler des jeunes de la société. Il faut aussi qu'elle ait une valeur pédagogique. Et je pense qu'en l'occurrence, aussi, il faut la rétablir dans sa dimension pédagogique et dans sa dimension rédemptrice. Allez, on se retrouve dans un instant. Après le rappel des titres, on parlera de cette commissaire de police qui a été limogée, virée tout simplement parce qu'elle n'a pas obéi aux ordres du préfet face aux agriculteurs. Il estime qu'elle a manqué de fermeté. On y revient et puis on parlera de la défense de l'avocat de Samuel Paty qui l'accuse d'avoir discriminé les élèves musulmans. À tout de suite. Sud Radio, le 10h, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Retour avec vous pour ce 10h midi pour commenter l'actualité avec Éric Revel, journaliste éditorialiste dans le Grand Matin Sud Radio, Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne Les Indécis et sur YouTube. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, directeur de la Nouvelle Revue Politique, avec un très bel article hommage à Georges Lautner, qui aurait eu 100 ans. Tout à fait. David Chantran. Absolument. Et Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. On va revenir sur les propos choquants, abjects, prononcés par l'avocat de la défense au procès de Samuel Paty. Il accuse Samuel Paty d'avoir discriminé les élèves musulmans. On va évidemment y revenir. Et puis le renvoi de la directrice de la police des Landes. Elle est accusée d'avoir désobéi aux ordres du préfet lors d'une manifestation d'agriculteurs. En gros, de ne pas avoir réprimé suffisamment. John, il vous restait un son qui parle de nos agriculteurs. Et oui, justement, parce qu'à un mois et demi du premier tour des élections municipales, eh bien, force est de constater que les agriculteurs ne rêvent plus de devenir maires, alors que dans les années 60, plus de 50% des communes avaient un maire agriculteur. Ce chiffre est passé à environ 13% en 2020 et devrait encore diminuer lors du prochain scrutin. TF1 a tenté d'expliquer les raisons de ce désamour progressif de la fonction avec un agriculteur maire de sa commune qui passe justement le flambeau. À Dongean, le maire sortant à 77 ans, il s'apprête à rendre l'écharpe. Quand je suis arrivé, moi, en 77 au sein du conseil, il y avait 80 exploitations. Aujourd'hui, il y en a 10 peut-être. Résultat, la seule candidate pour 2026 est une ancienne institutrice. Mais ça va être une révolution alors ? Sans doute, oui. Non, mais Madame Loisel est née à Dongean, fille d'agriculteur. Oui, voilà, je connais bien le milieu. 3 agriculteurs ont promis d'y aller avec elle au sein du conseil municipal. Mais ils sont devenus des oiseaux rares parmi leurs congénères. Terminé, ils veulent pas s'investir à autre chose, quoi. Ils ont peur que ça leur prenne trop de temps par rapport à la famille, après le travail. Et par contre, on attend beaucoup de choses de la collectivité, mais on veut plus s'impliquer. Il faut que ce soit les autres. Mais les autres, c'est nous. D'autant que les agriculteurs se mobilisent par ailleurs de plus en plus dans les syndicats pour les élections aux chambres d'agriculture. Voilà, donc... c'est lié aussi à la disparition des agriculteurs. Exactement. Il y a 30 ans, il y avait 1 million d'agriculteurs, il en reste 400 000. Donc, si vous voulez, mathématiquement, il y en a forcément moins qui se présentent. Maintenant, quand vous voyez aussi les responsabilités d'un maire, puis toutes les paperasses que doivent remplir les agriculteurs, ils préfèrent être sur le terrain dans leur ferme que Et c'est une perte parce que qui connaît mieux un territoire rural qu'un agriculteur Beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui se présentent d'ailleurs. Eric a raison. C'est la démographie. Oui, c'est la démographie. C'est la démographie. Vous avez en effet beaucoup moins d'agriculteurs qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Donc forcément, vous avez moins d'agriculteurs qui essayent de devenir maires. Et puis après, c'est vrai que... alors il y a les responsabilités, et puis il y a le fait que dans les petits villages, finalement... avec l'évolution des intercommunalités, des communautés de communes, les prérogatives des maires sont quand même extrêmement limitées. Je prendrai le cas d'un plan local d'urbanisme. Aujourd'hui, il se prend au niveau des communautés, au niveau des communautés de communes. Donc, si vous voulez, en plus, ils ont de plus en plus de responsabilités. En tout cas, ils ont des responsabilités pénales très souvent, et ils ont de moins en moins de responsabilités politiques. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi un facteur de démotivation, sans compter que le métier d'agriculteur est un métier quand même particulièrement prenant et difficile. Bon, on va avancer. Je voudrais qu'on parle donc de la directrice de la police des Landes, démise de ses fonctions pour des manquements répétés. Une mise à l'écart qui a été dénoncée comme arbitraire par le principal syndicat de commissaires, qui en appelle au ministre de l'Intérieur. Et écoutez, hier, c'était le jour de son départ. Ah bon, si, ce sont des applaudissements. Oui. Ah oui, j'ai vu les images. Les images. Ouais. Voilà, donc visiblement, elle était appréciée et beaucoup d'émotions, évidemment. Donc le préfet lui reproche de ne pas avoir obéi à ses ordres, lui demandant une mobilisation plus forte face aux agriculteurs. Évidemment, ça fait réagir. Oui. Écoutez, moi je suis assez étonné parce que je connais bien Gilles Clavel. Pour tout vous dire, il m'a beaucoup accompagné sur ma mission sur la loi de la reconnaissance des métiers de la médiation. Enfin, franchement, c'est quelqu'un de posé, c'est pas quelqu'un de caractériel. Enfin, je connais pas l'histoire, Valérie, mais en tout cas,
J'ai connu beaucoup de préfets depuis 2012, des préfets qui étaient plus fermes, mais dans le cas de Gilles Clavel, il n'est pas connu pour être quelqu'un de sectaire et de fermé. Le préfet a demandé à la commissaire de faire cesser ses agissements en parlant des agriculteurs, en dispersant les individus qui étaient en train de se livrer donc à des manifestations. C'était des individus qui ont soudé des chaînes en haut et en bas des grilles de la préfecture, et cette instruction n'a pas été suivie des faits sans qu'à aucun moment il soit fait état d'un risque ou d'une impossibilité d'agir. On a Pascal qui voulait réagir, un auditeur au 0826 300 300. Bonjour Pascal. Bonjour à vous tous. Eh bien oui, je réagis parce que moi je suis à 65 ans, je suis scandalisé de voir qu'un préfet déjà prenne des initiatives, alors que s'il y avait sanction, il aurait dû déjà demander à la DGPN et puis au directeur général, parce qu'elle a quand même un directeur au-dessus d'elle, de prendre des décisions et pas lui. Alors quand j'entends un monsieur qui disait sur votre antenne qu'il le connaît bien, vous savez, dans la vie on peut changer malheureusement de caractère rapidement, surtout quand on sait qu'un préfet peut devenir préfet de région. Donc non, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'en plus, il pousse quelque part à aller à l'affrontement. Donc ça prouve bien qu'il a reçu des ordres émanant de l'Élysée, comme quoi il faut pas lâcher, qu'il faut rentrer dans la tronche des agriculteurs. Mais par contre, on va laisser, comme à Toulouse ce matin, empêcher les agriculteurs de rentrer avec leur tracteur. La FNSEA est rentrée à Toulouse. Vous voyez, il y a deux poids deux mesures. Et dans les Landes, cette femme, elle est applaudie. Attendez, par ces gars, quoi. Et on voit quand même qu'elle a la boule au ventre parce que elle fait son travail. Honnêtement, la loi lui autorise de ne pas répondre à un ordre. Ça se passe et ce monsieur, je ne sais pas si ce préfet a eu déjà affaire à des compagnies de CRS. Vous savez, les compagnies de CRS, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'ils ont un chef de section. Si le chef de section leur donne pas l'ordre d'avancer, le préfet pourra dire ce qu'il veut. Ils ne bougeront pas. Mais là, c'est pas le préfet, c'est pas les CRS, c'est une dame. Alors peut-être il a peut-être des petits soucis, mais je pense pas parce que ses parents étaient des psychanalystes sur Clamart, donc je veux dire, c'est quand même dommage. Oui, quoi. Lui-même était psychanalyste et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que Madame Mazin-Bottier était à quelques mois de la retraite. C'est ce qui a été annoncé justement par le préfet Gilles Claverel, c'est qu'il dit que c'est une décision administrative parce qu'elle partait à la retraite, je crois, en septembre 2026. On sent qu'il n'est pas très à l'aise avec ce qui se passe ce matin. C'est vrai que c'est assez bizarre. Alors après, c'est pas la première fois que un chef de police est renvoyé par un préfet. Mais c'est vrai que là, ce qui est étrange, c'est que c'est soudain, suite à la manifestation des agriculteurs. Et on sait, par contre, ça c'est vrai qu'il y avait eu des ordres. Mais un préfet n'a pas d'ordre à donner normalement à un chef de police sur le fait qu'il fallait faire en sorte de faire reculer les agriculteurs. Donc voilà, après, je vous dis, moi je pense que c'est politique. Oui, alors le syndicat des commissaires de police dénonce la forme et le fond, une méthode humiliante aux antipodes des préconisations en matière de management de proximité empreint d'humanisme. Son éviction lui aurait été signifiée par SMS alors qu'elle se trouvait face aux agriculteurs. C'est effectivement humiliant, choquant et inacceptable, poursuit le syndicat. Alors écoutez, de toute façon, la vraie question qu'il faut se poser, c'est finalement, est-ce qu'elle a rempli sa mission sur le moment? Est-ce qu'elle a rétabli l'ordre? Elle a manifestement rétabli l'ordre sans qu'il y ait eu d'affrontement. Donc je ne vois pas ce qu'on peut de la sorte lui reprocher. En plus, les Landes, c'est un département rural où il y a en effet, je crois, la coordination rurale qui est très forte. Donc elle a quelque part, je veux dire, fait preuve d'une intelligence de la situation. Et à un moment donné, l'intelligence de la situation doit, me semble-t-il, prédominer sur les hiérarchies. Après, je ne sais pas, je ne connais pas le fond du dossier. Et vous avez raison de nous le signaler, cher auditeur. Les agriculteurs manifestent en ce moment dans les rues de Toulouse. On voit des images où ils sont face à des compagnies de CRS. Eric, sur cette éviction politique, comme le dit Alex. Je pense qu'elle a pris la bonne décision en réalité, la commissaire, pour une raison très simple. C'est que cet incident si j'ai bien compris, de grille de la préfecture cadenassée par des manifestants arrive quelques semaines après le scandale absolu où Nunez avait envoyé des blindés hélicoptères devant une ferme. Donc si vous voulez, il fallait peu de choses pour qu'une étincelle déclenche un incendie peut-être violent, même si les agriculteurs le sont pas.
Et je pense que politiquement, elle a bien fait de prendre cette décision. Parce que sinon, il y avait peut-être un affrontement et ça pouvait dégénérer, pas que devant la préfecture en question, mais ailleurs. Donc peut-être, enfin moi, je fais une analyse politique des choses. Quand même, Éric, moi j'ai eu la chance d'être à Carbone, vous le savez, je suis allé 2 fois. Effectivement, moi j'avais dénoncé le fait d'aller dans une ferme avec des centaures, 3 compagnies pour faire en sorte d'abattre les vaches. Mais je pense franchement que ce gouvernement a bien géré la crise agricole parce qu'il n'y a pas eu de débordement. Non, Patrick, dans la violence. Elle n'est pas terminée, la crise agricole. Je vous parle de la violence. On est en plein dedans. Attendez, je vous parle de la violence. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a eu un respect. Moi, j'ai souvenir, j'y étais. Je veux dire, quand Jérôme Bail, ils veulent récupérer leurs affaires, ça chauffe un peu. Mais je veux dire, franchement, la police a géré avec beaucoup d'émotion et beaucoup de recul à ça. Donc, suite à cette histoire de centaure, Éric. Après, je sais pas, est-ce que c'est là, est-ce que ça faisait longtemps. Moi, je veux pas rentrer, si vous voulez, Patrick, dans ça. Je suis d'accord avec toi, mais après, c'est la police, ok, mais c'est aussi, il faut le dire, les agriculteurs. Franchement, les agriculteurs, ils sont exceptionnels. C'est-à-dire que c'est une profession qui est en train de mourir depuis des années. On le répète chaque année quand on approche du salon, on se dit il y a une crise agricole. Chaque année, ils protestent, mais jamais ils bloquent le pays, ils foutent le chaos dans les rues. Si tu avais d'autres personnes en face des policiers, je pense qu'on n'aurait pas le même discours en disant la police a bien géré. Il faut quand même leur tirer un coup de chapeau immense à ces agriculteurs. Quand ils s'en vont, ils nettoient. Oui, voilà. J'en connais pas d'autres capables de faire ça. Parce qu'ils sont civiques, tout simplement. Et ces images sont à retrouver sur nos réseaux. Christine Bouillot qui est sur place à Toulouse. On se retrouve dans un instant et on va revenir sur le procès, les propos de l'avocat de la défense à propos de l'assassinat de Samuel Paty, avec une stratégie qu'on a un petit peu de mal à comprendre. L'avocat d'Abdel Hakim Sefroui qui accuse Samuel Paty d'avoir discriminé des musulmans tout en disant qu'il n'était pas raciste. Enfin, il tue, comme le dit Émilie Frèche, Samuel Paty une deuxième fois. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble et on commente l'actualité. On parle du procès en appel des 4 accusés condamnés en première instance pour leur rôle dans l'assassinat de Samuel Paty. Et hier, c'est l'avocat d'Abdel Hakim Sefroui qui s'est exprimé. Et évidemment, ses propos ont fait réagir. Écoutez. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible qu'elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi, je vais le dire, haut et fort, tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Je démontrerai même qu'il faisait la même chose dans le précédent établissement où il était affecté, en 2016. C'est dans le dossier, personne ne l'a jamais dit. Alors lui disait que c'était pour protéger les élèves par rapport à cette caricature. Mais on ne protège personne dans l'école de la République en discriminant, en demandant à des élèves de se désigner en fonction de leur religion. Ça signe la discrimination. C'est un article du Code pénal qui réprime ceci. Et pourquoi je vais faire ça? Parce qu'encore une fois, ça va constituer les fondations de la défense. Oui, il a ajouté, imaginez qu'on dise à des enfants juifs, sortez de la salle, qu'on dise la même chose à des enfants handicapés. Donc c'est son argumentaire, c'est effectivement tuer une deuxième fois. Enfin, je ne comprends pas cette stratégie de l'avocat. Moi, il me semble me souvenir que Samuel Paty, quand il montrait les caricatures de Charlie Hebdo en classe, notamment sur le prophète, disait, pour pas que ça choque peut-être certains d'entre vous, si vous voulez quitter la salle, quittez-la. Détourner le regard. Voilà, ou détourner le regard. Mais c'est au contraire, une protection. Pardonnez-moi, quand un prof a été décapité par des islamistes, et certains d'ailleurs relayant sur des vidéos des propos terribles sur Samuel Paty, un peu de dignité, monsieur l'avocat, un peu de dignité. Franchement, si c'est ça la défense de cet avocat, moi je vous le dis, je suis scandalisé. Moi ça me fait vomir, franchement, je vous dis la vérité, ça me fait vomir parce que, comme vient de le dire Eric, par rapport à l'enquête officielle, il proposait aux élèves de détourner le regard sur ces caricatures lors d'un cours de liberté d'expression. Même toujours selon l'enquête officielle, il faut le rappeler quand même que on en est là aujourd'hui parce qu'une élève qui n'était même pas présente le jour J a rapporté des propos, a dénoncé des choses qu'elle ne savait même pas, qu'elle ne connaît pas. Et lui reprend l'argumentaire de cet élève. Franchement, moi je veux vous dire, ça me fait vomir parce que si défendre, c'est salir quelqu'un qui est mort aujourd'hui, pour moi je comprends plus rien au droit.
Normalement, quand vous êtes avocat dans une cour d'assises, vous êtes là pour défendre, parce que chaque homme, chaque accusé a le droit à une défense, et c'est ce qui fait la force de notre démocratie, de notre état de droit. Mais vous n'êtes pas là pour salir un homme, vous êtes là pour essayer de trouver des preuves, pour essayer de défendre votre client, mais en aucun cas tuer une deuxième fois une personne qui a été, vous l'avez dit, décapitée. Et franchement, qu'il soit là devant tous les micros et qu'on en parle aujourd'hui, il a réussi son coup parce qu'il a commencé le procès, mais je trouve ça vraiment dégueulasse et pitoyable. Oui. Donc je voudrais qu'on écoute. On a Emmanuel qui nous appelle de Suresnes et qui réagit, évidemment, ça vous fait réagir. 0826 300 300. Emmanuel, vous avez entendu évidemment ces propos. Bonjour, merci de me donner la parole. Je veux exprimer mon profond dégoût. Juste, c'est répugnant. Ouais. Vous savez, j'ai une fille qui est en train de passer le barreau, là, qui va être avocate. Je suis sûr que jamais, mais pour des raisons morales de base, elle ne se fera le porte-parole d'accusations mensongères d'une petite gamine mythomane qui est à l'origine de ce crime horrible, et que cet avocat reprend à son compte et qu'il diffuse. Et qu'est-ce qu'il fait en faisant cela? Il diffuse la haine, il diffuse le mensonge, il diffuse la justification de l'assassinat de Samuel Paty, et il le diffuse largement dans une population chez nous qui est ravie d'entendre ça. Ce type est un répugnant personnage et en plus un irresponsable intégral. Ouais, voilà. Oui, un avocat, la question, est-ce qu'un avocat peut tout dire? On l'a vu dans le procès de Depardieu aussi. Il y a quand même des avocats qui vont assez loin dans la criminalisation de la victime. Je crois que ce que dit Emmanuel, je crois qu'il a tout dit. Ouais, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller dans l'ignominie pour la défense de personnes. On a besoin d'être défendu, mais jusqu'à quel niveau, Valérie? Et franchement, ça pose le débat sur la place de l'avocat dans nos sociétés. Est-ce qu'ils peuvent aller si loin dans cette ignominie? Ça pose vraiment la question de la place du droit en France. Oui, un avocat peut tout se permettre, Arnaud Benedetti. Je comprends que ce soit très difficile de défendre ceux qui ont contribué à l'assassinat de Samuel Paty. Il adopte une stratégie qui est une stratégie de rupture, c'est connu en termes de défense, qui est bien évidemment tout à fait inacceptable pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées, notamment par rapport aux faits, puisque en fait il détourne la réalité et qu'il est dans une stratégie où il avalise finalement la stratégie de défense de ses clients. Mais un avocat, c'est un conseil aussi, il ne faut jamais l'oublier. Un avocat, c'est un conseil. C'est un conseil, il doit être capable à un moment donné aussi de faire évoluer la défense propre de ses clients. Et dans ce cas-là, dans l'intérêt de ses clients, tout à fait. Et là, véritablement, moi, il me semble, enfin, vu comme ça, comme on le regarde de l'extérieur, c'est qu'il ne défend pas finalement tellement l'intérêt de ses clients. Enfin, il le défend, formellement, mais je veux dire, en adoptant en effet cette stratégie, il ne peut que non seulement avoir l'opinion publique qui est révulsée, mais je pense qu'il ne peut qu'indisposer le jury. Mais est-ce que perdu pour perdu, il se dit que il n'a plus rien à perdre. Ils ont été condamnés à des peines allant de 13 à 16 ans de prison. C'est vrai que on se demande... pourquoi cette stratégie? C'est invraisemblable. C'est une trahison éthique et intellectuelle, moi je trouve vraiment, sincèrement. Là, on arrive dans ce qu'on disait tout à l'heure, tout est permis en fait, tout est permis tout le temps. Ce que disait votre auditeur est très juste, c'est qu'en fin de compte, ce qu'il y a de grave dans ces propos, c'est finalement la portée politique de ces propos. Ouais. Parce que, in fine, c'est des propos qui vont parfois trouver peut-être un écho chez les plus radicalisés, en l'occurrence. Et ça, je trouve que quand même, un avocat qui est un homme de parole et de parole publique, en l'occurrence, doit être capable de mesurer la portée de ses propos et les conséquences politiques de ses propos. Et puis vous mesurez pour la famille, et je pense à la sœur de Samuel Paty, entendre ça de la part d'un avocat, c'est presque légitimer le fait que son frère ait été décapité. Ah bah oui, mais attendez... Une excuse, en tout cas. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est inaudible et la véhémence avec laquelle il a prononcé ces mots, c'est absolument scandaleux. Donc je voulais qu'on réagisse sur ce sujet. D'autres sujets dans l'actualité qui ont retenu votre attention. Eric, c'était un coup de cœur pour la libération du dernier otage israélien, Ran Gvili. J'ai été frappé par le retour, parce qu'il est pas, le cercueil, il est mort, donc il a été, c'est sans doute le premier soldat
israélien tué lors du pogrom du 7 octobre par le groupe terroriste Hamas. Et c'est le dernier rentré en Israël avec cette cérémonie émouvante. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui me frappe, vous voyez, nous, on n'est pas forcément capable de faire libérer des otages vivants dans d'autres pays. Israël, mort ou vivant, récupère chacun des siens jusqu'au dernier. Lui, il a été tué le 7 octobre. Son corps a été retrouvé, je crois, dans une fosse commune. Il a été identifié formellement par des médecins légistes israéliens qui se sont déplacés à Gaza. Et voir ce cercueil du premier tué israélien le 7 octobre rentrer en dernier et clore ainsi, si j'ose dire, la monstruosité du 7 octobre, extrêmement touchant et donne beaucoup de leçons. Maintenant, je dis aussi, parce que je rajoute toujours, regardons devant. C'est quoi l'avenir du peuple gazaoui, avec ou sans le Hamas, qui continue d'avoir des armes visiblement à Gaza? C'est quoi la deuxième phase du plan de paix de Donald Trump, qui s'est réjoui dans un tweet du retour au pays de mort de ce héros israélien? Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse et qu'il faut aborder. Oui. Alex Zarmon. Je comprends tout à fait le coup de cœur d'Éric et Rangvili. Il faut connaître son histoire quand même. C'est un soldat qui appartenait à l'unité Yassam, qui était blessé le 7 octobre, qui était en arrêt maladie. Quand il a appris ce qui s'est passé, il a remis son uniforme, il a tué presque 15 terroristes, il a sauvé des dizaines de vies et il a été tué à Nova le jour même et son corps a été emporté à Gaza comme monnaie d'échange. Et c'est vrai que quand on voit hier les images de son père devant sa tombe, elles sont formidables, ces images. Elles rappellent aussi que effectivement on a peut-être des leçons à prendre de d'autres peuples sur la solidarité et sur le sentiment d'union nationale dont beaucoup parlent en ce moment dans notre pays là-bas. Et je parle pas de politique du tout, je parle pas de pouvoir politique, de ce que peuvent faire les pouvoirs publics israéliens, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire malheureusement. Je parle vraiment de l'état d'esprit de ce peuple qui hier s'est arrêté encore une fois quand le cercueil est revenu sur le territoire israélien. Tout le peuple s'est arrêté pour avoir une cérémonie commune, et ça c'est franchement magnifique. Vous pourrez dire un mot sur ce sujet, et puis on va continuer, on parlera des agents de AS et puis de la gauche qui n'a pas voté la proposition de résolution avec vous pour classer les frères musulmans comme organisation terroriste. On va en parler avec vous, Arnaud Benedetti. À tout de suite. Sud Radio, l'expert. Avec vous sur Sud Radio, on commente l'actualité. Vous voulez parler du retour de ce dernier soldat, effectivement, retour du dernier otage mort. Je partage ce qu'a dit Eric. C'est qu'en fait, d'abord c'est le retour d'un héros, il faut le rappeler, qui, je veux dire, a défendu ses compatriotes avec courage. Et puis moi, ce qui me frappe toujours avec Israël, c'est en effet cette solidarité, malgré les clivages qui peuvent exister au sein de la société israélienne. C'est une société qui sait faire corps quand elle est confrontée à l'épreuve. Et il y a aussi ce côté sacrificiel de la citoyenneté israélienne, qui est quelque chose qui, en effet, devrait nous parler à nous autres, qui sommes parfois dans une société où la dimension sacrificielle a quand même grandement disparu. Donc, en effet, quel que soit l'avenir de ce qui se passe là-bas, je crois qu'il y a des leçons à tirer. C'est-à-dire, un État qui est capable d'aller chercher ses ressortissants, y compris ses ressortissants morts, est un État qui, quelque part, a une exigence morale extrêmement forte et extrêmement affirmée. Et qui le fait efficacement en plus, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est l'efficacité des opérations de ce type. Ouais. On va parler avec vous peut-être des États-Unis, Alex Zarmon, de ICE plus précisément. Il y a une information, mais encore une fois, il faudrait vérifier parce que c'est tombé ce matin, comme quoi l'ICE viendrait en soutien de la police italienne aux Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu du 6 au 22 février pour pouvoir aider à la sécurisation des lieux et de la compétition. C'est une information qui est tombée ce matin chez vos confrères du Figaro d'ailleurs. Après vérification, on ne sait pas s'il viendrait simplement, ce qui serait déjà incroyable quand même, pour protéger la sélection américaine, ou s'il viendrait, selon ce qui est dit, avec un accord qui serait signé entre les services de sécurité italiens et les services de sécurité américains pour pouvoir faire en sorte de protéger et de mettre en place une sécurité encore plus grande. Moi, je trouve ça complètement incroyable. D'abord pour deux choses. D'abord parce que l'ICE,
Enfin, moi, comme tout le monde, ces derniers jours, j'ai trouvé ça incroyable ce qui s'est passé. Ça donne la nausée de voir une police sur place tuer ses propres habitants et même aller chercher des gamins de 4 ans dans des établissements au nom de l'immigration. Enfin bon, c'est tout ce qu'on déteste le plus. Et puis cette femme qui a été assassinée avant-hier, cet infirmier, cet homme de 45 ans, assassiné aussi, c'est le deuxième. Donc un départ qui est demandé à Minneapolis. Bon, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi dans le débat qu'il y a eu il y a quelques jours sur le fait que l'Europe doit être de moins en moins dépendant, et on en parlait au début de l'émission, des États-Unis. Là encore, on va faire appel aux services de sécurité américains, et pas n'importe lesquels, je le répète, l'ICE, la police de l'immigration, pour venir... Mais est-ce que ce sont les États-Unis qui demandent à ce que leurs athlètes soient protégés par ICE, très précisément? En tout cas, peut-être, mais en tout cas, là, dans le Figaro, ce qui est publié ce matin, c'était qu'il y avait un accord entre les forces de police de sécurité italiennes et les forces de sécurité américaines pour pouvoir aider et développer une coopération de sécurité au sein même des Jeux Olympiques. Ce qui est le plus choquant, évidemment, c'est que ce soit ICE, compte tenu du fait que René Good et Alex Préti, l'infirmier qui a reçu quand même 9 balles dans le corps après, d'après un papier que j'ai lu dans le Figaro, avoir été désarmé. Oui, on voit les images. Pour les polices étrangères, je vous rappelle quand même que pendant les Jeux Olympiques de 2024, en France, je regarde, voilà, on a accueilli 2000 agents de forces de l'ordre étrangers, d'Espagne, du Royaume-Uni, d'Allemagne, du Qatar, de Corée du Sud, des États-Unis, d'Irlande, des Émirats arabes, etc. Bon, donc le fait qu'on accueille des policiers étrangers sur son sol pour protéger un événement mondial, ça se fait. Vous considérez que ICE est une police d'État? Alors, j'ai commencé par ça, cher Patrick. Compte tenu de ce qui se passe avec ICE, dont le chef, d'ailleurs, qui est à visage découvert, vient d'être rappelé d'urgence. Il quitte Minneapolis, dans le Minnesota, là où sont déroulés ces 2 drames que je pourrais qualifier d'autre chose que de drame. Je vous le dis comme je le pense. Bon, voilà. Mais ce qui peut choquer, oui, c'est ICE, mais il faut gratter l'info. ICE, c'est Immigration and Customs Enforcement. Donc c'est pas quel rapport avec la protection. Alors j'en sais rien. Je n'en sais rien parce que ça a été, c'est pas encore très clair. On sait pas s'ils vont venir protéger les athlètes, mais même protéger les athlètes américains. Pardon. Pourquoi c'est ICE qui vient le faire? Oui, non, franchement, les athlètes américains sont souvent protégés, mais plutôt par des agents du FBI. Des choses comme ça. Alors le maire de Milan s'est exprimé, a dit qu'il ne serait pas les bienvenus à Milan. Voilà, donc il y a quand même une rumeur qui est en train de circuler, et même plus qu'une rumeur, parce qu'il y a des réactions officielles. Vous venez de le dire, du maire de Milan. Ce sera uniquement un rôle défensif, c'est ce qui est déclaré ce matin. L'ICE n'optera pas en tant que tel en Italie, car la gestion de l'ordre public, de l'immigration et de la sécurité relève des forces de police italiennes. Si jamais, de façon tout à fait hypothétique, devaient arriver des unités isolées appartenant à elles seraient déployées de manière fonctionnelle et non opérationnelle. Donc c'est étrange. Ça ressemble à un rétro-pédalage de je sais pas qui là. Ouais, mais effectivement, ICE. Alors il faut signaler que ICE existait déjà depuis un certain nombre d'années. Depuis 2003. Je crois même que M. Obama avait décoré le chef. C'est pas une création de Trump. d'ICE. Non, mais ça a été. Il y a eu un recrutement massif avec plus de 22 000 agents en moins d'un an. Et ce qu'on évoquait hier sur ce plateau, c'est qu'il y a beaucoup de réformés de l'armée pour des causes un peu étranges, voilà, qui ont rejoint ICE. Donc c'est vrai que ça pose question. Et puis il y a aussi, à mon avis, une nouvelle doctrine depuis moins d'un an sur ICE, parce que quand vous voyez les propos du président Trump qui arrive à défendre les personnes qui incarnent cette police ICE, alors qu'il tue 2 fois en moins d'une semaine ou 10 jours, et il arrive à trouver des raisons et des bonnes raisons pour pouvoir dire que ils étaient armés, alors que c'est pas vrai, qu'on a tous vu les images, que les images ont fait le tour du monde. Au-delà des recrutements qui sont massifs et des profils recrutés qui sont aussi étranges, vous avez à mon avis quand même aussi une nouvelle doctrine. Enfin, l'exploitation politique aussi qui est faite derrière, pardonnez-moi, par Monsieur Clinton et Monsieur Obama, qui n'ont pas de leçons à donner, parce qu'ils ont eu une politique, notamment sur Monsieur Obama, sur l'immigration, qui n'était pas non plus neutre
neutre du tout. Il ne faut pas penser qu'il y a les méchants républicains. Pas du tout. Mais c'est pas ce que je dis. On estime à 13 millions les travailleurs illégaux aux États-Unis. Donc c'est pas un petit sujet. Non. Je rappelle qu'il a quand même aussi été élu là-dessus. Maintenant, le fait que visiblement les gens d'ICE aient une sorte, je crois qu'elle est même avouée, d'impunité. C'est-à-dire qu'on leur dit faites ce que vous venez de faire et vous serez couverts. Ça, c'est un sujet. Amérique, quand on voit la vidéo, c'est pas un fake. Il y a 6 personnes autour d'une personne. C'est ce que j'ai rappelé, mon cher Patrick. On lui tire visiblement, il était armé, mais on lui retire son pistolet. Il prend 9 balles dans le corps alors qu'il n'est pas que au sol. Attention aux manipulations d'images. Une auditrice m'envoie une image où on voit parfaitement sortir son arme. C'est une photo qui n'est pas authentifiée, qui a été plutôt authentifiée comme étant modifié par l'IA. Il avait un téléphone à la main et on voit très clairement sur les images diffusées par des médias plutôt sérieux, même très sérieux américains, où on voit un policier partir avec visiblement dans l'attroupement l'arme. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Moi, dans le Figaro, j'ai lu qu'il avait été désarmé, donc je veux bien croire. Alex Préti avait un port d'armes. Il portait son arme en toutes les... C'est le deuxième amendement américain. Donc quand Donald Trump dit tous les Américains qui ont des armes dans la rue sont des criminels, il y a un moment, il y a un truc qui les fils ne se rejoignent pas totalement. Oui, puis en plus Valérie, il pointe pas quelqu'un avec son arme. Non. Il est sur le ventre, il y a 6 Golgoth autour de lui. Enfin, je veux dire, même s'ils sont 6 autour de lui, armés, donc c'est des professionnels. Enfin, je veux dire, c'est une exécution. Et cette femme dans la voiture, elle avait une arme à feu, je crois pas. 10 jours après, ça n'a pas été prouvé. Et ça a été, mais ce meurtre, c'est un meurtre. Ce assassinat de cette femme a été relayé et montré, et franchement c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, comment on peut encore pouvoir dire que Donald Trump, et je dis pas qu'on l'a dit sur le plateau du tout, mais que Donald Trump tient des propos entre guillemets normaux et pas... Stéphane, qui m'interpelle, comme hier beaucoup d'auditeurs et qui vous interpellent et qui disent regardez, chez nous aussi la répression existe. Enfin, où avez-vous vu encore, parce qu'hier on m'a opposé les gilets jaunes, où avez-vous vu un gilet jaune tué par un policier? Où avez-vous vu des policiers se comporter comme le font les gens de ICE, c'est-à-dire à 10 sur un homme et lui tirer dessus à bout portant. Enfin, je veux dire, c'est ça l'exploitation politique. C'est-à-dire que la police tue, vous voyez, on va dire, voyez, ça s'est pas, non, ça s'est pas passé en France. Non, ça s'est pas passé en France. Ça ne s'est pas passé en France, et on ne peut pas comparer ce qui s'est passé et le comportement de ces policiers avec ce qui se passe en France. Dans un instant, on va parler donc de cette gauche qui refuse de voter qui a refusé de voter pour la proposition de résolution de classer les frères musulmans comme organisation terroriste, et François Hollande qui discrètement se fait la malle quand il s'agit de voter. Là aussi, on peut s'interroger. On en parle avec vous dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, avec vous Arnaud Benedetti, on peut aussi avoir une pensée pour Christophe Glaise. On a beaucoup parlé avec vous. Alors, il faut s'inquiéter d'autant plus pour Christophe Glaise que non seulement on sait que son sort, malheureusement, est toujours, je veux dire, particulièrement... tragique, enfin dramatique, parce qu'il est loin d'être sorti de prison, mais il y a des rumeurs qui circulent. Je ne sais pas si vous les avez entendues. Bon, suite à l'émission Complément d'enquête, qui a fortement déplu au pouvoir algérien, qu'il serait possible que la famille n'ait même plus le droit de visite aujourd'hui de Christophe Glaise. De même qu'une autre rumeur circule selon laquelle l'ambassadeur de France à Alger, qui n'est plus en poste physiquement à Alger, pourrait être déclaré comme persona non grata par les autorités algériennes. Donc on est à nouveau dans un pic de tension avec l'Algérie. Enfin, on n'est jamais d'ailleurs sorti du pic de tension, mais concernant Glaise, en effet, on a de quoi s'inquiéter. Moi, je suis choqué quand même de la faible mobilisation autour de Christophe Glaise. Je suis très choqué de la faible mobilisation du monde du football, quand même. Il y a un certain nombre de vedettes du football qui sont érigées en icônes, qui aujourd'hui ne bougent pas le petit doigt pour Christophe Glaise. Je ne les citerai pas, mais certains les auront reconnus. Et je trouve ça absolument scandaleux. Mais la stratégie, quand même, qui a été choisie par les soutiens de Christophe Glaise,
malheureusement aussi par RSF, sur les conseils du Quai d'Orsay, est évidemment une stratégie qui est antithétique de celle que nous avions adoptée en faveur de Boualem-Sansal. Je ne pense pas que ça soit une stratégie qui soit en mesure de faire changer les autorités algériennes qui tiennent un otage et qui malheureusement font pression sur la France. Donc il faut, je pense, changer de stratégie de soutien vis-à-vis de Christophe Glaise. Sur cette stratégie, moi je croyais qu'elle avait changé, effectivement, cette stratégie, puisqu'on avait entendu la maman de Christophe Glaise sur un match de foot, d'ailleurs diffusé par Beansport. Je pense que c'est important de le dire, ça. Sur un match qui appartient au Qatar. Et donc c'était la seule chaîne qui s'était mobilisée pour la libération de Christophe Glaise, en proposant, je crois, c'était à la 19e minute, à la maman de Christophe Glaise de parler pendant 2 minutes, de couper les commentaires. Il y avait un match de foot qui se déroulait pendant le match, et la maman de Christophe Glaise avait fait un appel pour libérer son fils. Et c'est effectivement hors son magazine, SoFoot et SoPresse, le groupe de presse qui l'emploie, qui se sont mobilisés. C'est les seules mobilisations qu'on voit. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Eric sur cet otage israélien, la société israélienne qui se mobilise pour ces otages. Quelle différence! Il y a quelques années, on aurait eu un otage dans le monde, on aurait vu son portrait affiché sur tous les hôtels de ville, sur les JT. Là, tout le monde s'en fout, personne n'en parle. Il y a eu des petits clubs de foot qui se sont mobilisés. Mais vous avez un problème fondamental avec l'attitude de la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est qu'on est dans une politique d'accommodement aux provocations permanentes du pouvoir algérien. Tant qu'on restera dans cette ligne, le pouvoir algérien ne cédera à rien, il ne connaît que le rapport de force. Encore une fois, dès qu'on discute avec des opposants algériens, ils vous l'expliquent très bien, on ne veut pas les écouter. Alors, vous savez, quand je vous parlais de cette société qui fabrique le plus du commun, on est une société du chacun pour soi ou du sauve qui peut. Chaque fois, le monde de la culture et des analyses était capable de se soulever. Le cultureux n'y va plus, le sportif non plus. Chacun pour soi, sauf qui peut. Voilà la société actuelle. Et puis je rajouterais, sans vouloir m'acharner, que on a un président Top Gun, donc depuis qu'il a un problème à l'œil, avec ses lunettes, il entame courageusement des bras de fer avec Donald Trump au nom de la souveraineté européenne, mais les bras de fer avec monsieur Tebboune en Algérie, il n'engage pas trop, quoi. Il n'engage pas trop. Donc c'est quand même... en Iran, ni l'Iran. L'Iran. C'est incroyable. Incroyable. Alors Arnaud, parlons donc, on l'a évoqué évidemment le jour du vote, mais c'était quand même un coup de gueule et je pense que ça vaut le coup d'y revenir. Pourquoi la gauche a refusé de voter la proposition de résolution soutenue par LR de classer les frères musulmans comme organisation terroriste? Je rappelle que dans leur argumentation, c'est que c'est une loi, ce serait islamophobe. Dans ce cas-là, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et tous les pays qui ont classé les frères musulmans. De nombreux pays musulmans, tout à fait, bien sûr. Donc, coup de gueule. Oui, un coup de gueule, parce qu'en fait, il y a 3 raisons qui expliquent vraisemblablement cette désertion de la gauche. Première raison, c'est une raison idéologique. C'est la raison notamment... qui motive le vote des députés LFI d'une partie du vote des députés Verts qui, eux, ont voté même contre, en l'occurrence, en considérant que c'était une démarche qui était, pour eux, entre guillemets, islamophobe. Et il y a une deuxième raison, et qui n'est pas totalement indissociable de la première, c'est qu'ils le font pour des raisons clientélistes, clairement, parce qu'ils espèrent récupérer des parts de marché électorales, en assignant d'ailleurs, quand même, c'est extraordinaire la façon dont ils fonctionnent. Ils assignent, ils luttent contre, ils prétendent lutter contre le racisme, ils prétendent lutter contre le colonialisme, et en fait, ils véhiculent une vision totalement coloniale en assignant les gens à leur identité, comme si les gens ne pouvaient pas avoir une distance par rapport à leur identité ou à leurs origines. Mais enfin, passons. Donc ça, c'est la deuxième raison. Puis troisième raison, la lâcheté, la pusillanimité. C'est-à-dire que quand on voit le Parti socialiste renoncer à une mesure de ce genre, renoncer à défendre des valeurs de laïcité et d'universalité, il renonce à toute son histoire, à tout son logiciel. Monsieur Hollande, vous l'avez rappelé, a fui courageusement les travées de l'Assemblée nationale pour ne pas avoir à prendre part au vote de cette proposition de résolution. Je rappelle qu'il a été le président de la République où on a connu les attentats contre Charlie, les attentats du 13 novembre, etc., etc. Donc il y a là un renoncement, une désertion, une compromission d'une partie de la gauche, d'une grande partie
de la gauche, de la totalité de la gauche à l'Assemblée nationale, qui signifie quelque chose. Et je pense que c'est un moment de rupture qu'on est en train de vivre sur ces questions-là. Et ça dit quand même le poids au sein de la gauche, et moi c'est ce qui m'inquiète le plus, des plus radicaux, y compris sur les sociaux-démocrates. Quand les socialistes nous disent qu'ils ne feront plus alliance avec LFI, ce n'est pas vrai. Ils retourneront avec LFI le moment venu. On verra quand. Déjà, j'entends d'ailleurs le numéro 2 du Parti Socialiste, je crois, Monsieur Jouillet, qui a dit qu'il n'excluait pas des alliances municipales avec LFI. Donc, on pourra faire autrement. Ils sont, si vous voulez, tenus par leur pôle de radicalité. C'est quand même quelque chose dans l'histoire de la gauche française, quelque chose qui est tout à fait nouveau, parce que c'est les plus extrémistes aujourd'hui qui donnent le là, qui donnent le temps et qui dominent. Donc de ce point de vue-là, c'est assez préoccupant et inquiétant. Oui, c'est Alex. Oui, lisez le livre d'Aquilino Morel, là, l'ancien conseiller. Oui, Aquilino Morel, là, j'ai commencé à le lire, qui est très explicite sur cette gauche radicalisée. Oui, il y a eu la meute, il y a eu le livre. Oui, mais lui, c'est intéressant parce que c'est un ancien conseiller de François Hollande, Monsieur Morel. C'est pour ça que c'est les propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est intéressant. Mais je vais vous dire, la gauche est en train, cette gauche radicale est en train de se perdre et d'emmener avec elle, dans sa perte, une partie du pays. Parce que quand vous communautarisez à ce point-là, quand vous assignez à résidence ethnique une partie de cette communauté, en fait, vous ne faites que d'exacerber les face-à-face dont Gérard Collomb nous avait promis. En fait, on ne forme plus des citoyens, on achète des parts de marché. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il y a une stratégie, qu'à 400 000 voix près, il était au deuxième tour, il drague sans vergogne la communauté musulmane. Ouais. Et c'est puissant. Ouais. Et le PS, aujourd'hui, n'arrive pas à exister avec un bloc central, la social-démocratie. Et moi, comme Arnaud, de voir François Hollande s'échapper discrètement, les bras m'en tombent. Moi, je trouve que ça n'a pas été forcément mauvais président de la République, mais là, la gauche aujourd'hui est perdue, Valérie. C'est même plus de l'acheter, ils sont perdus. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un déni de l'immigration chez Jean-Luc Mélenchon et une hystérisation de l'immigration au RN, et c'est ce qui percute. Aujourd'hui, ce qui clive fait avancer les choses. Je ne pense pas qu'il y ait un déni de l'immigration chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a un avis sur l'immigration qui est parfaitement assumé, et ses propos tenus ce week-end le montrent. Il faut être la France du grand remplacement. Ce sont ses propos, et voilà, il faut les écouter. Et il faut voir le niveau du débat, par contre, à l'Assemblée. Quand vous voyez un député qui veut en venir en main, en l'occurrence Antoine Léaumont, avec le président de séance, ça, je trouve ça fou aussi. Absolument. Et Pierre Jouvet sera l'invité de Jean-François Aquili demain. Bonjour Perico. Bonjour ma chère Valérie. Et comme M. Vidal dit que la gauche française est perdue, avec Julien Aubert, on va voir que la droite a disparu. Donc on n'a plus de classe politique, peut-être un petit centre avec Éric Revel, on ne sait jamais. Il faut jamais désespérer. Enfin, là, je reçois Julien Aubert, ancien député et vice-président des Républicains, pour décrypter ce que devient la droite française dans sa complexité. Les data centers sont-ils un fléau environnementaux? L'ADEME voudrait mettre un petit peu le bémol. Or, pourtant, les data centers, ils viennent en France parce que nous avons une énergie décarbonée formidable. Mais les clouds restent quand même sous contrôle des GAFAM. Donc, attention à ne pas se planter. Et puis alors, existe-t-il un Trump français? A-t-on un sauveur? Le Trumpisme va-t-il devenir la nouvelle marotte de l'idéologie français? C'est ce que pense Monsieur Nicolas Conquer dans son ouvrage Trump français. Veuillez cacher ce poulet que je ne saurais voir. Des militants de la FNSE ont trouvé des poulets brésiliens importés par Avril. Qui est une filiale de la FNSE. Voilà, donc un peu d'hypocrisie. Voilà, et puis Hidalgo, le petit selfie d'Hidalgo qui était drôle pour Auschwitz, qu'est-ce qu'on se marre. Oui. La viande de taureau à déguster de chez nous, voilà. Oui. Voilà, c'est un autre débat. Allez, on vous retrouve dans un instant, Perico. Très bonne journée. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, c'est le seul espace de liberté pour dire tout ce que vous pensez. Ça fait 30 ans que j'enseigne, j'ai jamais vu ça. J'ai vu un harceleur harceler un autre gamin de 5e. C'est le harcelé qui a été mis dehors parce que, étant donné qu'il a été poussé loin, le harcelé a mis une